get your mo. Voilà, je crois que ça tourne les amis là. Donc écoutez, bienvenue pour mon premier motovlog. Donc pour ceux qui me suivent un peu sur YouTube, j'ai commencé à faire des vidéos plutôt statiques parce que j'avais pas encore mon matos. Et là maintenant je l'ai reçu. Donc là déjà, je vais vous faire un petit tour de propriété, même si vous connaissez déjà. Voilà, donc ça c'est mon VMAX 1700, 60e anniversaire. Et puis j'en ferai une autre la prochaine fois avec mon 1200. C'est celui qui vraiment m'a fait rêver. Donc voilà, je vous souhaite tous la bienvenue pour ceux qui me suivent en France et puis en Algérie. Parce que j'ai le deuxième pays où je suis le plus suivi, c'est mon pays d'origine. Donc je suis kabyle algérien. Donc de la petite Kabylie exactement. Et puis j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai commandé en fin de compte le matériel pour faire du vlog pendant le confinement, mais malheureusement il y avait des livraisons qui n'étaient pas possibles. Attention vélo, voilà, donc c'est parti. Du coup j'ai reçu enfin mon matos et puis je vais vous faire une petite vidéo de Paris. J'en ai déjà fait plusieurs. Alors avant, ce que je disais, c'est que je faisais des vidéos statiques avec des montages dessus en mettant des musiques assez sympas. Donc là voilà, je vais vous faire une petite balade de Paris avec mon matos et puis je vais voir en montage si le micro cravate effectivement fonctionne bien. J'espère que voilà, en tous les cas j'ai été conseillé. Je tiens à remercier énormément mais infiniment un youtubeur qui s'appelle Carlos75. C'est un youtubeur qui a vécu sur la région parisienne et dans le 15e arrondissement exactement, pas très loin de chez moi, puisque moi je suis sur Issy-les-Moulineaux. Et dès le début, il m'a aidé, franchement, vraiment, hein, il a vu mes vidéos, il m'a conseillé, il m'a donné vraiment des conseils, parce que lui, il est à pas loin de 400 abonnés. Donc du coup, je le remercie infiniment. Maintenant, il vit en Suisse. D'ailleurs, on va faire prochainement une vidéo ensemble, mais bon, ça, je dis pas plus. Vous en saurez un petit peu plus d'ici le printemps prochain. Voilà. Et j'ai hâte de le voir, parce que c'est quelqu'un que je connais uniquement par téléphone et puis par WhatsApp, hein, en fin de compte, par communication, texto, etc. Et il se trouve que son cousin, je le connais depuis plus de 20 ans. Alors, le monde est vraiment petit, hein, parce que je suis dans l'automobile également depuis 25 ans, voire même plus maintenant. Et Polo l'était également, puisqu'il posait à l'époque des alarmes, des autoradios, et quand je vendais une voiture, je faisais appel à lui pour venir justement m'installer tout le matos sur la voiture que je vendais. Donc ça me faisait des accessoires, et puis au niveau de la vente, forcément c'était du plus. Aujourd'hui, ça y est, aujourd'hui la plupart des véhicules, tout est monté de série. Tu gagnes quasiment rien. Bon, je suis côté vente VO maintenant, véhicule d'occasion. Mais même à l'époque, en véhicule d'occasion, tu vendais un véhicule avec entre guillemets pas grand chose, même s'il avait la climatisation, mais tout derrière. C'est-à-dire que voilà, même les autoradios, les alarmes, les écrans anti-vol, les tapis de sol. Franchement, je vendais à certains des véritables guirlandes de Noël, et ça nous faisait forcément des super coms en tant que vendeur. Moi, je sais que ça m'est arrivé de vendre des véhicules avec plus de 500 € de com sur un seul véhicule. Alors j'ai commencé chez Opel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'Opel, c'est vrai que la plupart de nos clients c'était des Portugais. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je travaille avec Polo, qui est également portugais. Et c'est vrai que voilà, ils aiment bien les belles choses, les belles voitures, aller au pays avec. Ça m'est arrivé de vendre une fois, je me rappelle, un Zafira en 2,2 litres design édition. Effectivement, le mec il s'est fait plaisir et il m'a dit vous me mettez la totale, tout ce qui peut exister dessus je le veux quoi. Donc voilà, je vais vous dire, quand un client dit ça à un vendeur, c'est juste jouissif, parce que la com derrière forcément va grimper. Et on se dit, si on pouvait avoir des clients comme ça plus souvent, ça serait le top. Mais bon, voilà, il faut tout pour faire un monde. Donc j'ai eu de tout comme client. J'adore le contact client, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé en 89 dans la livraison de pizza à domicile.
où c'était vraiment les débuts de la livraison à domicile. Et puis j'adore les belles histoires et ce qu'on appelle les success stories, quoi. Donc ce qu'il faut savoir que pour Pizza 30 minutes, quand c'est arrivé en 88, alors c'est monsieur Roland de Farcy, donc, qui était PDG de cette entreprise. Il était parti aux États-Unis et lors d'un voyage chez Domino's Pizza, il avait connu un grand monsieur qui s'appelait Dave Tweet. Et il lui a dit, écoute, toi tu as le savoir-faire ici, moi j'ai les fonds en France, suis-moi et on va lancer une belle aventure. Et ben c'est ce qu'il a fait, il l'a suivi. Ils ont mis en place, alors le tout premier magasin, c'est d'ailleurs là où j'ai commencé à travailler en 89, exactement le 1er août 89. C'était au 13 rue de Saussure dans le 17e. Voilà, un tout petit magasin qui payait pas de mine. Alors par la suite, je regardais bien sûr les historiques par rapport à l'ouverture et puis par la période où je travaillais. En ouverture, ils faisaient 3 pizzas livrées, 7 pizzas livrées. À l'époque où je travaillais, entre le service du midi et du soir, si en plus il y avait un match de foot, on se faisait littéralement exploser. Et c'était du 250, 300 pizzas livrées. C'était une véritable armée entre le pizzaolo, les filles au standard qui prenaient les commandes, les livreurs. Ah, c'était une armée, une véritable armée. Et puis voilà, ça a décollé comme jamais. Et puis après, il y a eu des ouvertures de magasins un peu partout à Paris. Et Paris intramuros et en banlieue. Voilà, puis on a racheté 2 concurrents à l'époque. Et puis à la fin, on s'est fait racheter par aujourd'hui Pizza Hut. C'est Pizza Hut qui détient tout ça. Et tout ça pour dire que déjà le contact client, j'adorais ça. Parce que j'ai commencé en tant que livreur, mais après je suis monté en tant que manager où je dirigeais quand même une trentaine d'équipes. Et j'adore le contact client. Donc du coup, par la suite, je suis tombé vraiment dans ce qui me plaisait, c'est-à-dire l'automobile. J'ai commencé le 17 octobre 94, demain ça sera ma date d'anniversaire d'ailleurs, parce que, non c'est aujourd'hui je crois le 17, je sais plus. Enfin bref, j'ai commencé le 17 octobre 94 chez un loueur qui s'appelle Rent-A-Car, dont les fondateurs étaient Michel Arnaud et Robert Chazal qui avaient créé ça en 88, et puis on a été racheté en 96. Mais en 94, quand je suis rentré, j'étais préparateur, donc je lavais des véhicules que je devais mettre à disposition des clients, de manière à ce qu'ils soient propres, intérieur, extérieur. Avant tout doucement, de monter au comptoir, après responsable d'agence, chef de groupe, chef de secteur de plusieurs agences. Mais tout ça pour dire que le contact client, c'est quelque chose dont je ne peux pas m'en passer. Donc j'adore vraiment discuter avec les gens en direct. C'est pour ça que le côté un peu numérique d'aujourd'hui me gêne, parce qu'on a affaire à des algorithmes, à un ordinateur, et plus du tout à des êtres humains, quoi. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que ce qui est censé normalement nous rapprocher, finalement, nous éloigne tout simplement. Après ça c'est mon avis, hein. Je trouve que voilà, j'ai grandi dans les années 80, les belles années pour moi, 80, 90. Et je trouve que depuis les années 2000, il y a un véritable changement à tous les points de vue. Après, ça n'engage que moi, encore une fois. Mes enfants sont nés d'ailleurs dans l'ère du numérique, puisque ma fille est née en 2002 et mon fils en 2005. Donc aujourd'hui, voilà, c'est des enfants qui sont quasiment nés avec un portable à la main. Et je comprends tout à fait, c'est générationnel, c'est de leur génération. Mais nous, on a quand même grandi, je dirais, avec rien, quasiment rien, puisque le téléphone, on l'a eu sur le tard, puisque j'ai commencé pour ma part avec ce qu'on appelle un alphapage. J'avais un tam-tam d'ailleurs, c'était un petit boîtier qu'on accrochait autour de sa ceinture, et quand on recevait un message, voilà, il bipait, et on devait rappeler la personne d'une cabine téléphonique ou d'un téléphone fixe, quoi. Enfin voilà, c'était vraiment à l'ancienne. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on a connu progressivement la téléphonie et la montée de la téléphonie, mais parce qu'on a vécu vraiment ça dans l'ordre d'arrivée, quoi. Aujourd'hui, les gamins d'aujourd'hui, ils peuvent pas comprendre ça, hein. Quand je leur sors des vieux téléphones que j'ai eus, comment vous faisiez? Écoute, on faisait, hein. À l'époque, on n'avait pas d'abord internet sur nos téléphones, on avait uniquement de quoi envoyer, au début que téléphoner déjà, hein, parce que je me rappelle de mon responsable chez Pizza 30 minutes, donc il avait un Z1, alors ça c'est pareil, c'était une voiture qui m'avait marqué, hein, avec des portes qui descendent et qui montent. Et je me rappelle, il avait une valise, je vous promets, son téléphone, c'était Radiocom 2000,
C'était un téléphone, c'était la taille d'une petite valise de voyage d'aujourd'hui. Et il le prenait avec lui. Et puis il pouvait appeler de sa voiture, etc. Puis après, bien sûr, les téléphones sont arrivés également dans les voitures. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est ce que je trouve dommage, c'est ce côté trop numérisation, côté numérique où voilà, donc ça a ses avantages parce qu'on peut commander de jour comme de nuit. Il y a des gens forcément qui sont contents parce qu'ils n'aiment pas le contact client, ils veulent pas avoir affaire à un vendeur, ils veulent avoir affaire à une machine éventuellement parce que voilà, c'est comme ça, hein. Après il faut de tout pour faire un monde, encore une fois. Mais tout ça pour dire que voilà, il faut vivre avec son temps de toute manière, hein. On n'a pas le choix, maintenant la machine est lancée. Et puis bah ça sera comme ça, hein. Alors je sais pas encore ce qui nous attend dans l'avenir parce qu'on nous parle de la 5G, on nous parle de plein de choses. Après ce qu'il faut pas, bon, vous savez, hein, on a vu pas mal de choses dans des films de science-fiction qui ont fini finalement par devenir réalité, hein. Donc il faudrait pas quand même que comment dire, que la machine puisse être supérieure à l'homme, hein, parce que tant que l'homme aura la maîtrise, mais ce qu'il faudrait pas, faudrait pas qu'on en arrive là, parce que ça peut être l'intelligence artificielle, ça peut être vraiment très dangereux. Bon voilà, donc là on est à la Concorde, hein. J'adore cette place, elle est vraiment magnifique, avec cet obélisque dressé. Vraiment, on a la chance de vivre quand on dit la plus belle ville du monde, c'est la vérité, hein, il n'y a rien à dire. On est vraiment dans un beau pays à tous les points de vue. Et malgré tout ce qui peut se passer ou ce qu'on peut nous annoncer dans les médias, moi honnêtement, ça fait maintenant des années que je suis là. Je suis venu à l'âge de 6 ans d'Algérie. Et j'adore ce pays à tous les points de vue. Je l'aime vraiment, je l'ai dans mon cœur. Et c'est pour ça qu'il ne faudrait vraiment pas faire d'amalgame entre certaines brebis égarées qui font certaines choses, mais je dirais qu'elles le font d'elles-mêmes. Il ne faut pas non plus qu'elles le fassent au nom d'une religion ou d'une nationalité haute. On n'a rien à voir avec tout ça. Puis il ne faut pas non plus porter de jugement hâtif. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas juger une nationalité sur un seul individu qui a fait une connerie, quoi. Je veux dire, la majorité de cette nationalité, les gens ne sont pas comme ça. Au contraire, moi pour ma part, mes parents sont venus juste après la guerre d'Algérie, surtout mon père, parce que mon père est venu d'abord tout seul, avant de se créer une situation et avant de nous ramener avec ma mère. Et en fin de compte, voilà, c'est la première vague d'immigration, ils sont venus vraiment pour retrouver une vie meilleure pour leur famille et retourner vivre chez eux, parce que leur but premier, c'était bien sûr d'élever leurs enfants dans un pays plus développé, de manière à leur donner vraiment une chance par rapport à leur pays d'origine, mais après c'est pour retourner vivre leur retraite chez eux. C'est pas du tout des gens qui allaient finir leur vie ici. Donc là, à la Madeleine. Et tout ça pour dire que c'était vraiment une génération sacrifiée. Moi, c'est ce que j'appelle la génération sacrifiée. Parce que malheureusement, ils ont travaillé dur pour un seul et unique but, c'est élever leurs enfants et leur donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils n'ont pas voyagé. Les seuls voyages qu'ils faisaient, c'était pour retourner au bled, retourner dans leur pays d'origine. Forcément, ils avaient toutes leurs racines là-bas. Ils avaient toute leur famille, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents. Et puis voilà. Et franchement, à l'époque, déjà, les billets d'avion coûtaient très cher. Moi, je me rappelle, mes parents, quand on était quand même... la plupart, c'est quand même des familles nombreuses, hein, c'est ce qu'il faut savoir, c'est la vérité. C'est entre 5 et 6 personnes par foyer. Donc, quand vous devez payer des billets d'avion, c'est pas du tout les prix d'aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, ça coûte vraiment pas cher de voyager. On peut avoir des billets d'avion pour que dalle. Mais à l'époque, payer des billets pour toute la famille, c'était juste impossible. Et donc, je me rappelle, moi, on partait en vacances, allez, tous les 3 ans, voire tous les 5 ans, parce qu'il fallait économiser d'abord de quoi payer le futur voyage avant de pouvoir y aller. Donc après, voilà, moi étant le nez de la famille, j'ai pu bien sûr les aider dès que j'ai pu, parce que de toute manière, voilà, c'est comme ça, il faut mettre la main à la pâte. Mais franchement, c'est une génération sacrifiée. Je vois entre ma génération et celle de mes parents, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est-à-dire que nous, on vit quand même. On vit, on voyage. Alors là, c'est l'Opéra Garnier, c'est juste magnifique. J'ai fait plusieurs vidéos dessus. C'est extraordinaire. Donc là, on arrive vers les grands magasins. Mais voilà, tout ça pour dire en fin de compte que
nous, on a beaucoup plus de chance qu'eux, parce que nous, on a voyagé. Aujourd'hui, le voyage, ça s'est démocratisé avec des Ryanair, des EasyJet et compagnie. Ça vaut plus rien du tout de voyager. C'est vraiment, voilà, c'est pas quelque chose de compliqué en soi. Maintenant, il y a ce poison là qui nous pourrit toute la vie, et j'espère qu'on va bientôt trouver une solution de manière à revivre normalement comme avant, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on voit pas le bout. Entre le confinement total et maintenant le couvre-feu, franchement que je trouve un peu dégueulasse pour les commerçants, parce que moi j'ai pas mal d'amis dans la restauration. D'ailleurs hier j'étais chez un de mes amis et j'ai mangé chez lui. Je trouve qu'ils auraient pu quand même leur donner, allez, 1h30 de plus, voire 2 heures, c'est pas non plus la mort. Ils auraient pu faire un service correct à leurs clients, voire un deuxième service. Là aujourd'hui il faut que les gens mangent, allez, à 18h30, voire 19h maximum. Il ne faut pas qu'ils soient très loin non plus. Donc c'est vraiment très dommageable pour eux. Et c'est, voilà, je sais pas. Puis en même temps, je trouve que ce gouvernement fait ce qu'il peut, c'est vrai. Mais en même temps, ils prennent des décisions un peu hâtives quand même. Parce que tous ces commerçants ont du stock. Donc ce stock, ils l'ont quand même acheté. Et on leur laisse pas le temps de le vendre. Je sais pas, après c'est sûr qu'il faut trouver des règles, hein. Ça je suis tout à fait d'accord. Les règles, il faut les trouver, et c'est tout à fait normal. Mais voilà, c'est vivement juste qu'on retrouve vraiment cette nouvelle vie qu'on avait tous avant. Et parce que ce qui est vraiment dangereux dans ce virus, et ce qui est vraiment pénible, c'est que ça nous éloigne tous les uns des autres. C'est-à-dire que ça éloigne des membres voilà, de la même famille. On ne peut plus aller voir nos parents, pour ceux qui les ont encore, ce qui n'est pas mon cas, leurs grands-parents. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que même en vivant sous le même toit avec sa femme et ses enfants, ça devient vraiment... Et c'est ça qui est pénible. C'est-à-dire que toute la convivialité n'existe plus. Il n'y a plus de convivialité aujourd'hui. C'est incroyable. J'aurais jamais vu, enfin franchement, j'aurais jamais imaginé vivre ça un jour. Enfin personne, je pense, parce que là c'est vraiment digne d'un film hollywoodien, mais dont on connaît même pas la fin. Parce qu'à la limite dans le film encore, voilà, le scénariste, il a créé la fin, on la connaît, on peut la deviner ou la vivre en direct dans le film. Mais là, on est dedans, on ne sait pas pour combien de temps. Et puis il faut faire avec. Place de la Concorde, une Deduche, sympa. Ça c'est les Deduche qui tournent dans Paris. En fin de compte, ça vous balade dans Paris avec une coupe de champagne. Et puis c'est plutôt sympa quoi. Donc ça fait un peu vintage. J'ai vu ça la dernière fois et j'ai trouvé ça pas mal. On les retrouve un peu partout dans des lieux touristiques comme la Tour Eiffel forcément, Trocadéro. Et c'est pas mal, c'est bien. C'est vraiment une magnifique ville, Paris, hein. Je m'en lasse pas. Franchement, moi j'ai grandi dans le 8e à Paris. D'ailleurs, j'irai vous faire une petite vidéo. J'en ai fait une hein, pour ceux qui veulent aller voir, mais statique malheureusement parce que j'avais pas mon matériel. Mais là, ça doit être plus sympa maintenant en roulant comme ça. Je sais pas. Je vais découvrir ça avec vous. Franchement, c'est la première fois. Et j'espère que vous m'entendez bien, parce que ma hantise, c'est vraiment le son. J'ai fait une vidéo qui marche bien en termes de vue à Bastille, et le son était vraiment dégueulasse parce que la GoPro ça fait des super vidéos, mais en termes de son, si vous n'êtes pas dans un endroit clos, si vous êtes à l'extérieur avec du bruit, c'est juste horrible. Et c'est ce qui s'est passé, et je me suis fait vraiment avoir, et j'étais vraiment dégoûté. Voilà, donc là c'est les Tuileries, hein. C'est là qu'il y a la fête foraine de temps en temps, mais là à mon avis avec tout ce qui se passe c'est terminé, tout est à l'arrêt. Je pense que voilà, j'ai eu l'occasion de voir Paris vide pendant le confinement. J'espère l'avoir aussi vide pendant le couvre-feu en pleine nuit, ça doit être sympa. Donc je vais me porter volontaire pour éventuellement faire aider un ami qui fait des maraudes dans une association. Je vais lui donner un coup de main. Et puis sur les temps de trajet, je vous filmerai ça, mais à mon avis ça doit être vraiment bizarre. Déjà le mot couvre-feu, on a l'impression d'être vraiment en temps de guerre, parce que c'est vraiment un terme qui est quand même un peu lourd. C'est bizarre. Et puis moi ça me rappelle beaucoup de mauvais souvenirs, le mot couvre-feu, parce que
Comme je vous disais, je suis algérien d'origine kabyle et ça m'est arrivé d'aller pendant les 10 ans des années noires qu'on a eu en Algérie où vraiment on tuait des gens tous les jours, vraiment dans des situations abominables. Et je me rappelle que quand j'allais en vacances, déjà, on ne bouge pas de son village, village de mon père ou village de ma mère, parce que le soir, il y avait un couvre-feu, justement, qui était exactement, je crois, de 6h du matin jusqu'au lendemain, 11h ou 10h, je sais plus. Mais c'était vraiment, je me rappelle, c'était horrible, parce que j'ai sillonné vraiment toute l'Europe. J'ai voyagé même pendant les années 80 dans les pays de l'Est, où c'était pas non plus des pays où il fallait vraiment tout le temps y aller dans certains pays, mais j'ai eu aucun problème. J'avais fait la Tchécoslovaquie, la Pologne avec des amis, et franchement j'ai d'ailleurs des photos et des très bons souvenirs de ça. Et j'ai voyagé à travers le monde. J'ai fait aussi le désert tunisien et marocain qui sont vraiment juste extraordinaires. Pour moi, le désert, c'est magique parce que c'est un endroit unique sur la planète. Vous avez un silence de dingue, vous voyez le ciel et les étoiles comme jamais. Franchement, c'est vraiment extraordinaire. Et puis le vrai désert, c'est pas parce que je suis algérien que je vais dire ça, mais si même le Paris-Dakar à l'époque s'appelait Paris-Alger-Dakar, c'est pas pour rien. Le désert marocain et tunisien, nos voisins, ils ont un tout petit bout de désert, et puis ce qui est déjà pas mal. Moi je l'ai fait, que ce soit la Tunisie, je l'ai fait avec des amis de Tozeur à Tataouine, c'était extraordinaire. Et puis le Maroc, je l'ai fait de Ouarzazate à Zagora, pareil, génial. Et tout ça pour dire que le vrai désert qui est chez moi, je ne l'ai jamais fait par manque de sécurité justement. Donc ça veut dire que c'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'on a peur dans son propre pays. Voilà, c'est ça qui est hallucinant. C'est-à-dire qu'à travers le monde entier, j'ai marché à des 4h, 5h du matin, je vous dis, dans des pays vraiment qui pouvaient être à l'époque assez chauds. Et dans mon propre pays, je ne pouvais pas. Parce que voilà, on ne savait pas qui était qui. C'était vraiment une période très 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 bizarre. D'ailleurs, j'ai fini par arrêter d'y aller parce que j'avais même échappé à un faux barrage une fois, et c'est vraiment quelque chose d'horrible, quoi, que je souhaite même pas à mon pire ennemi. Mais voilà, tout ça pour dire que mon rêve aujourd'hui, et c'est toujours un rêve parce que je voyage avec quelques amis. D'ailleurs, je leur passe tous le bonjour. Il y a Chris, il y a mon frère Daf, il y a mon ami d'enfance Mourad, il y a Momo, il y a Michel, il y a Xavier, et il y a Ralph, Cédric. Voilà, quelques amis comme ça. On a fait quelques voyages ensemble, pas beaucoup malheureusement parce que on n'a pas eu le temps. On a tous un peu des vies à droite à gauche. Certains sont en région parisienne, d'autres sont en province, donc c'est pas non plus évident, surtout pour le dernier là, Xavier, qui est parti sur son île loin de tout le monde. Mais bon, je sais qu'une fois que ça sera fini, ce Covid, on essaiera de se refaire quelques voyages ensemble. D'ailleurs, on avait programmé un super voyage le dernier week-end de mai. On devait se faire l'Auvergne tous ensemble. Et puis malheureusement, avec le confinement, on n'a pas pu, donc on a annulé. En plus, ça me faisait plaisir d'y aller parce que j'allais retrouver un ami d'enfance que je connaissais depuis la 6e, Olivier. Donc si jamais il m'entend, je lui passe le bonjour. Et puis d'ailleurs, je vais refaire une vidéo, je pense, avec les anciens comme Johnny, Olivier, Mourad. Catch 'em all.